fou. Si vous aimez la musique d'Indochine, alors vous êtes servi, ça fait un moment qu'on le sait. Le groupe fête ses 40 ans de carrière, évidemment en musique, avec un double album qui vient de sortir, les Single Collection pour être précis, de la deuxième partie de 2001 à 2020. On a beaucoup entendu le titre Nos célébrations cet été sur Radio Lac, sur One FM également. Et qui est avec nous, Solène ? Eh bien, nous avons la chance d'avoir Nicolas Serkis. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, merci infiniment d'être avec nous pour parler de ces Singles Collection qui ont été remixés. Et alors, je dois dire, le but c'était, je pense, d'homogénéiser un peu tout. Et quel mix de fou. En fait, c'est une sorte de restauration. On n'a pas touché à la structure, aux instruments, au son. Comme là, c'est une période quand même qui est longue de 40 ans. Le premier album donc, qui sort là, c'est 2001-2021. Et le deuxième qui va sortir en novembre, c'est 1980-2020. 2001, pardon. On voulait pas que... On a enregistré, c'est plus les mêmes enregistreurs, c'est plus les mêmes studios, tout a évolué. Donc on voulait pas que certains titres assez vieux pâtissent du manque de dynamisme. Donc on a demandé à Mike Gudziski, qui est un très très bon ingénieur du son, de tout mettre à égalité, d'homogénéiser ça au niveau du son pour que tout soit dans la même dynamique. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire, et tant mieux. Ça veut pas dire que on a touché vraiment aux structures, mais c'est d'avoir le son d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on écoute globalement que sur un téléphone et avec d'une dynamique forte. Et ça fait quoi de confier ces titres qu'on a créés à quelqu'un d'autre et de dire « Ok, merci de le mettre à jour », tout en gardant ce qui fait Indochine ? On choisit déjà l'ingénieur du son avec qui on veut travailler. Comme lui, on avait déjà travaillé avec lui sur l'album 13, on était conscient qu'il était parfait pour ce genre de travail. On lui a expliqué le cahier des charges, il l'a compris, puis c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est avoir le talent, le truc pour pouvoir le faire. Et moi, j'aime bien travailler avec lui. Je suis pas obligé de passer mon temps là-bas, donc il m'envoie tous les titres qu'il fait par jour par internet, je les écoute, et puis généralement on a 2 ou 3 versions par mix, et puis la troisième est toujours la bonne. Ouais. Une petite question, alors ça peut paraître bête, mais comment on remixe finalement un morceau qui est déjà existant, qui est déjà tout fait ? Alors c'est pas un remix comme on dit aujourd'hui, remix club, machin, etc. C'est, on a les bandes originales, les 24-48 pistes, et il a plein de machines qui sont... c'est ce que vous appelez, vous avez par exemple, vous avez une sorte de compression à la radio qui fait que votre voix va être plus comme ça. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on compresse, on a tout un système de digitalisation des instruments qui font que on nettoie aussi les bandes de 1981. Il y a beaucoup de poussière, de souffle, donc on nettoie tout ça, c'est un petit peu ça. Mais on veut pas toucher du tout, c'est le mix original, mais restauré. Pour les fans, moi je conseille d'écouter Alice et June, la version album que l'on connaissait, et la version sur ces Singles Collection, qui est beaucoup plus, c'est le terme technique, fatou. Fatou. Je lui trouve une niaque à ce titre assez dingue. Ça sort en CD, en 3 CD de luxe, en vinyle et en double cassette. Ouais. Vous avez ressorti la musique cassette, comme on disait. On l'a fait sur l'album précédent, il y a de la demande sur la cassette. Il y a encore des voitures où on lit des cassettes auto-reverse. C'est pas la majorité, mais je trouve que sur tous les supports, c'est intéressant. Ouais. Une question sur les choix qui sont faits sur les musiques qu'on choisit de mettre dans un double album. C'est toujours un moment un peu compliqué parce qu'on se dit pourquoi telle chanson plutôt que telle chanson, c'est le cœur qui parle. Est-ce qu'on peut aussi avoir peur de décevoir aussi, de ne pas choisir justement d'autres chansons ? Alors oui, là... En l'occurrence, c'est tous les singles. Donc, il n'y a pas un single qu'on a ignoré, ou c'est vraiment depuis 1981 les 56 singles qui ont accompagné nos 40 ans. Après, effectivement, nous, on est plutôt sur des albums. Quand on fait un album, c'est toujours un choix horrible d'en sortir un extrait, puis un deuxième, puis un troisième, et de limiter l'écoute générale de cet album à 3 chansons. Donc c'est toujours un drame, ça. J'aime pas du tout. Et généralement, les maisons de disques se plantent aussi. J'ai demandé à la Lune était la phase B, par exemple.
Comme donc, ça marchera jamais. Voilà, ça marchera jamais. Comme l'aventurier, c'était une phase B aussi. Donc, mais c'est pénible ça. Sortir un single d'un album, bon. Après voilà, sur 40 ans, je pense que c'était justifié d'avoir une collection des singles qui vont peut-être amener certaines personnes à ah oui, donc Indochine en 20 ans ça a été ça. Et aller rechercher après les albums qu'ils veulent ou. Il y a quand même quelque chose d'assez unique, c'est le son Indochine. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, on entendait du Indochine, on savait ce que c'était. Aujourd'hui, on entend du Indochine, on sait ce que c'est, mais c'est plus le même son. Enfin, heureusement d'ailleurs. Oui, ça a évolué, heureusement. La voix s'est améliorée, on joue mieux, on écrit mieux, on compose mieux, j'espère. En 40 ans qu'on a fait un peu de progrès. Mais est-ce que vous arrivez à expliquer qu'on arrive toujours à identifier en 40 ans, le son Indochine? On entend nos célébrations, les premières notes, on dit, ah, ça je connais ça. C'est ça c'est plutôt la grâce, hein. Le nombre de groupes ou d'artistes qui cherchent leur son, c'est le premier truc qu'on nous a dit quand on a commencé à faire des albums en studio, en disant mais vous avez déjà le son quoi. Puis après vous avez déjà le public. Puis, donc, mais on ne l'a pas travaillé, c'était inné et c'est ça qui est magique. Sur votre voix, justement, l'évolution d'une voix d'un chanteur, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites « je peux me permettre certaines choses que je ne peux pas me permettre avant » ou l'inverse? Comment on évolue avec ça? C'est simple, hein. Au début, moi, je ne savais absolument pas chanter. Mon école, c'était Patti Smith et Bowie, mais je ne savais pas qu'ils avaient travaillé la musique. Après, j'ai vu le chanteur d'éclat, j'ai dit « je veux faire comme ça ». C'était hurler dans le micro. Que ça soit juste, faux, ce n'était pas le problème. C'était l'esprit du punk. Après, je me suis dit, ouais, ça commence à être limité, donc j'ai beaucoup travaillé, et ça se travaille toujours la voix. Ça se travaille tous les jours, c'est un muscle, et puis après, il y a travailler sa justesse, travailler ses tessitures, donc après, il y a des gens qui ont des voix extraordinaires dans le rock, comme le chanteur de Queen ou Muse même, ces voix un petit peu aiguës qui ont des richesses. Nous, on est plutôt dans un autre registre, mais ça se travaille bien. Alors, je peux me permettre aujourd'hui de faire des voix de tête, faire plein de choses. Et après, c'est vrai que le temps est compté, hein, parce que physiologiquement, la voix va baisser. On gagne dans les graves, mais on perd dans les aigus, comme on dit. Pour l'instant, j'espère que ça va tenir au moins jusqu'à encore une dizaine d'années. Parce qu'il y a beaucoup de chansons en piano-voix, justement. Vous avez plaisir à faire cet exercice-là? Ouais, c'est une autre façon d'écouter Indochine, c'est une autre façon d'apprécier. Il y a même des chansons sans voix, il y a des petits pianos sans voix, mais des versions avec voix en piano, je trouve ça super joli. C'est une autre façon de rentrer dans la mélodie et de rentrer dans la chanson. Vous avez dit c'est une autre manière d'écouter Indochine, ça veut dire que vous n'avez pas dit c'est une autre manière de m'écouter, c'est-à-dire que même pour vous Indochine, c'est Indochine, moi c'est pas... C'est une entité. C'est pour ça que j'ai choisi de continuer dans ce groupe. Déjà, moi, ça me permet d'être un petit peu dans l'anonymat, même si... ouais, c'est raté, hein, je veux pas... Désolé, oui. Hein, mais... Même si je suis au front, mais oui, c'est Indochine avant tout, ouais. Je suis le gardien de l'âme de ce groupe. Et donc... oui, c'est une autre façon d'aborder Indochine. C'est pas si je disais... Mon nom, ça serait un peu... C'est Indochine, là. C'est pas Nicolas Sirkis. Ouais. Vous avez fait un album solo. Perso. Je l'ai appelé Perso. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dominique ne voulait pas faire de tournée. C'était après le baiser. Et moi, ça m'emmerdait de rester comme ça à rien foutre. Donc, j'ai enregistré plein de chansons d'artistes que j'ai aimé. C'était un petit peu mon panthéon personnel. Ouais. Et ça vous retente pas de ce genre d'expérience aujourd'hui? Peut-être, mais sur une autre formule. Mais là, pour l'instant, Indochine occupe 300% de mon temps, donc j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Ouais. Justement, vous le dites 300% de mon temps. Est-ce que c'est facile de regarder dans le rétroviseur quand on est autant à créer des nouvelles choses, à penser des nouvelles manières de faire des lives, des albums, des titres, et là de se dire, attendez, 40 ans, on va revenir au début? Ouais, enfin, ça c'était compliqué de revoir certains éléments de ma vie comme ça. Oui, ça c'est sûr. Parce que moi, je suis pas du tout nostalgique de mon passé, ni nostalgique des années 80 ou 90. Ce que je vis aujourd'hui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort que ce que je n'ai pu vivre toutes ces dernières années. Mais c'était bien aussi de sortir du schéma album tourné et de dire, tiens, c'est vrai, là, aujourd'hui, on a 40 ans, ça vaut le coup de faire une sorte de grosse célébration et de montrer un petit peu tout ce qu'on a fait d'une autre façon
c'est un autre dessin aussi dans notre carrière. Parce que l'histoire, elle est quand même folle. C'est-à-dire qu'en septembre 80, c'est la première fois que vous produisez sur scène, le Rose Bonbon. Vous signez avec la seule compagnie qui vous dit vous pouvez continuer à vous appeler Indochine. Moins de 2 ans après, l'Aventurier sort. Enfin, c'est fou. Les 20 premières années, ça a été ça. Ça a été l'inconscience de former un groupe, l'inconscience de signer une maison de disques et de sortir l'Aventurier très vite, le deuxième album très vite. Donc ça a été l'apogée aussi très vite. Après, ça a été la décadence très très vite aussi. Et la renaissance sur la deuxième période du groupe, 2001-2021. J'ai toujours voulu vous poser, ça fait quoi de savoir que l'Aventurier fait partie de la chanson qui est dans toutes les familles, qui sera là à tous les mariages? Ouais, mais comme j'ai demandé à la Lune, qui fait partie aussi de ça, c'est qu'on est rentré 3 nuits par semaine ou maintenant un été français, on a cette chance-là d'avoir des classiques, ouais. Et beaucoup. Donc on a une chance énorme. On s'attendait pas du tout à ça. Effectivement, que cette chanson soit aussi intemporelle. On s'y attendait pas, mais moi j'y ai toujours cru. Le fait de continuer le groupe malgré toutes les choses qui nous sont arrivées, j'ai toujours cru que nos morceaux allaient devenir intemporels, était aussi fort que le fait qu'à un moment on soit parti ou pas. Donc, c'est plutôt agréable, hein, c'est une chance énorme. Hein. Ça ne vous a jamais lassé, typiquement l'Aventurier, de la chanter dans tous les concerts? Elle est dans tous les karaokés, Solène le disait, dans tous les mariages. Alors déjà, moi je veux pas au mariage, je veux pas au karaoké, donc ça me sauve. Mais non. Alors venez ce soir, on vous emmène. Oui. Ça ne m'a jamais lassé, non. Sinon, je continuerais pas ce groupe. Hein. Ça m'a jamais lassé de faire Canary Bay ou des trucs comme ça. Après, on les fait d'une façon différente. Et puis chaque soir, c'est une façon différente de la jouer. Le public a une autre réception, etc. C'est un moment aussi du concert qui est explosif. C'est un moment de finalité grandiose. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se passer, quoi. Mais il y a des concerts où on la fait pas. Quand on va faire des petits clubs comme ça, on n'est pas obligé de la faire non plus. On est obligé de rien, c'est ça qui est bien. Pour rester sur les concerts, donc 5 très gros concerts l'année prochaine uniquement en France. Comment on fait pour le public suisse? Pour le public suisse, on est malheureux de ne pas venir présenter ces concerts-là. C'est des gros concerts, c'est des concerts dans des stades. Le stade de Genève, malheureusement, n'était pas adéquat pour recevoir la production. Mais quand on a su ça, on a tout de suite mis en place et sera mis en place un système de cars, de package pour ceux qui veulent venir nous voir à Lyon ou ailleurs. On a le même problème avec Bruxelles, où Bruxelles, là, c'était un autre problème, c'était l'accueil du public qui n'était pas adéquat. Donc, on passe à Lyon, pour ceux qui sont en Suisse, qui n'est pas très loin. Alors bien sûr, train, voiture, c'est tout un épisode, hein, mais ça sera sans doute des concerts inoubliables et incroyables. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne passera plus jamais en Suisse. Hein. On a des petites choses prévues quand même. Ça veut dire pas de paléo l'année prochaine? Il a jamais été question de faire le paléo l'année prochaine. En plus, comme on sera en centrale, on ne sera pas dans la même production. Non, on va présenter autre chose. Si on y arrive, déjà, on se focalise sur les stades, faire nos 5 stades, d'arriver à les faire comme je veux, comme je les ai pensés, que tout le monde qui ont pu venir nous voir vont trouver ça inoubliable. Et puis après, il y a une autre étape va s'ouvrir. Non seulement vous avez toujours cette politique de prix abordable, mais en plus, vous allez sur cette tournée réserver des places pour des gens bien précis. Alors c'était évident que, avec la période qu'on a traversée et qu'on traverse, nous on a été privilégiés comme beaucoup à rester confinés chez nous, surtout en France, alors que d'autres prenaient des risques en allant travailler tous les jours, que ce soit les pompiers, les gendarmes, les aides-soignants, les soignants, ceux qui donnaient à manger aux malades, etc. Et donc cette période-là, nous on n'a pas fait trop on a été très pudiques sur les réseaux sociaux, parce que je trouvais que je suis pas du tout show must go on, c'est-à-dire que quand il y a autant de morts par jour sur un truc qu'on n'arrive pas à contrôler, ça sert à rien. Enfin, moi, je me sentais pas d'aller chanter de ma salle de bain des chansons. Je trouvais ça un petit peu impudique. Et c'était une façon de dire aussi à tous ces gens-là que c'est grâce à eux que si on est toujours là et qu'on peut continuer à jouer. Donc, on a réservé un quota de place d'une centaine de... Quand on fait des stades, il y a beaucoup de gens qui sont... la ville invite des gens. Enfin, il y a des partenaires de tous les côtés... qui s'invitent, qui se glorifient. Donc là, il y a des loges et machin. Il n'y aura pas de truc VIP, machin. Il y aura vraiment... on va réserver 100 places à toutes ces personnes-là. Mais qui de l'éboueur aux chirurgiens. Hein. Pas de classe sociale confondue.
Vous avez un côté, vous dites toujours ce que vous pensez. Vous avez très peu de filtres d'une manière générale. Pas de langue de bois. Et c'est aussi ce qui est peut-être appréciable, en tout cas, peut-être que le public ressent. Mais vous avez un côté très très cash. Ça, vous l'avez jamais perdu. Hein. Ce qui est marrant, c'est on a surtout un côté discret et intègre. Là, il y a eu un sondage il y a quelques semaines en France, il y a 15 jours. Qui demandait quels étaient les artistes les plus populaires en France. Alors moi je regardais ce sondage, j'allais 40e, 50e, j'ai dit putain, mais on n'y est même pas. Mais en fait j'avais pas regardé, on était deuxième. Le premier c'est Goldman, le deuxième c'est nous, et le troisième c'est Cabrel. Donc c'est déjà 3 seniors. Même si on est plus jeune que les 2 autres là. Mais c'est les personnes les plus discrètes de la chanson française ou de la musique française. Et ça, je trouve, ça me va très bien. Voilà, à un moment donné, il faut ouvrir sa gueule quand on peut, et puis il ne faut pas trop l'ouvrir tout le temps, et puis surtout, voilà, être pudique un petit peu par rapport à ce qu'on fait. Nous, on n'a pas à se plaindre, on n'a pas à parler de soi dans ses chansons en disant que c'est compliqué la vie. Non, la vie, elle n'est pas compliquée, la vie des autres est compliquée. Donc voilà. Vous vous exprimez peu sur l'état du monde, enfin vous pouvez le faire dans les chansons, je pense à un été français par exemple. Qu'est-ce que vous pensez justement, quel œil vous portez sur tout ce qu'on vient de vivre là? C'est à la fois très anxiogène, c'est très symbolique aussi. Et ce qui est dingue, c'est que justement les démocraties devraient encore plus s'alarmer d'avoir mis au pouvoir des gens qui sont les plus grands menteurs du monde. Voilà, les 3 personnes qui ont le plus mal géré cette épidémie sont des personnes qui se sont fait élire, qui sont Boris Johnson, Bolsonaro et Donald Trump, qui ont tout de suite ce qui s'appelle le populisme, qui mentent mais 24 heures sur 24 et qui disent... et qui ont dit non mais les épidémies c'est rien, etc. C'est une grippette, Nicolas. C'est une grippette, on en sera sorti, etc. Et résultat des courses, près de 200 000 morts aux États-Unis, au Brésil, et Boris Johnson, lui, il a failli y passer parce qu'il dit moi je serre les mains, j'ai aucun souci. Donc cette irresponsabilité de ces hommes-là, elle est incroyable, et surtout comment les démocraties qui sont le mouvement le plus correct, normalement, arrive à faire élire des gens pareils. Donc ça veut dire qu'on est dans la période des mensonges, et c'est vraiment aux journalistes, vous, aux médias, de mettre en place tous ces... Enfin, quand Donald Trump dit il faut boire de l'eau de Javel, ça va vous soigner, à un moment donné, bon, alors ça c'est su parce que c'était tellement gros, mais il faut tout de suite montrer les conséquences. Et tout de suite en parler. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des journalistes qui l'interrogent, ce mec. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, c'est cette gestion de la pandémie, cette gestion, elle a été... je pense que c'est un truc totalement nouveau. Elle a été plutôt en Europe... faut pas oublier ce qu'a dit Donald Trump. Hein. En janvier ou février, il a dit l'Europe, juste c'est pour un problème économique, l'Europe a très très mal géré cette crise. Nous, on a les meilleurs médecins et on va la gérer vraiment bien. Résultat des courses, en Europe, nous, on est plutôt à la cool, et aux États-Unis, ils sont plutôt dans le drame. Et 50 000 malades par jour aujourd'hui. Ouais. On n'a pas parlé du film. Oui. Alors effectivement, autre gros projet, effectivement. Quand est-ce qu'on va pouvoir le voir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver aussi? Alors le film, si tout va bien, on essaiera de le sortir en septembre 2021, après les stades. Ce qu'on va y trouver, il y a eu tellement de documentaires ou de livres qui sont sortis sur nous sans qu'on soit consulté. On ne veut pas faire un film à notre gloire, mais on veut faire un film sur ce qu'on a vraiment ressenti, ce qu'on a vécu ou ce que j'ai vécu. C'est-à-dire avec des anecdotes et des faits. Donc moi, j'ai la réalisatrice, en fait, ça qui m'a intéressé, est une jeune journaliste qui a découvert le groupe en 2007 et qui est devenue fan. Et donc, ça veut dire qu'elle fait partie de cette 3e génération. Peut-être va-t-elle expliquer l'irrationalité de ce succès, c'est-à-dire comment, effectivement, ce groupe regroupe 3-4 générations de fans ou de gens qui les aiment. Et j'ai ouvert mes dossiers personnels, mes archives personnelles. Elle a travaillé 6 mois. Il y a plein de choses. Ce groupe a 40 ans, donc il y a plein de... Par exemple, on a le son du premier concert, on a des photos du premier concert, mais on n'a pas les images. Donc on va recréer en images de synthèse ce premier concert. On va faire plein de choses comme ça. Plus des documents totalement inédits, plus on a retrouvé tous mes carnets, des vieux costumes, des vieux trucs de scène et tout ça. Donc on va essayer de bâtir ça comme ça. Vous allez sortir comment?
tout est en discussion actuellement. On ne sait pas encore si on va le sortir sur une grosse plateforme, si on va le sortir au cinéma et après en primo-diffusion. Enfin, c'est compliqué. Le monde des médias aujourd'hui, ils se sont pris une tarte avec le Covid et ils essaient de s'en sortir, on ne sait pas comment. Donc nous, on observe qui fait quoi. Nous, on le fait là et puis on va voir. 40 ans d'une vie, que ce soit la vie de quelqu'un, la vie d'un groupe, c'est fait de grands bonheurs, de grands malheurs. Est-ce qu'aujourd'hui Indochine serait Indochine sans toute cette galaxie ? Alors là, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai fêté mes 60 ans l'année dernière et que je fête mes 40 ans l'année prochaine. Donc je suis plutôt à la bonne là, quelque part. Je pense que oui, on a une vie, c'est une vie. C'est l'histoire de vie, c'est l'histoire des vies, c'est l'histoire de plusieurs vies, c'est l'histoire de la vie de personnes. J'ai entendu le dire, les gens, après avoir vu ou le clip ou les 21 minutes qu'on a fait autour des 40 ans, mais c'est l'histoire de ma vie, ça, toutes ces chansons qui ont marqué les choses, etc. Donc c'est intéressant de faire partir de l'histoire de la vie de personnes. Oui, c'est ce que rappelait Solène tout à l'heure. J'ai encore une question, je me permets, c'est une question de ma maman, Fabienne. Oui, Fabienne. Il a trouvé la cure de jeunesse éternelle, est-ce qu'il accepte de me donner la recette ? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de... Prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi du public, c'est ce que je me dis à chaque fois. Donc effectivement, ouais, moi j'ai beaucoup de chance de ne pas aimer l'alcool, de ne pas aimer les drogues, de ne pas aimer et d'aimer le sport, donc voilà. C'est vrai qu'à 60 ans, ça va, mais bon, mais ça se dégrade tous les jours quand même, hein. Je le sens. Oh non, dites pas ça. Nous, on a besoin d'espoir, dites-nous. Oui, non, l'espoir... La voix doit tenir encore au moins 10 ans, c'est vous qui l'avez dit. Ouais, je sais. Non, mais bah, il faut faire... moi, je fais du sport tous les jours. Je bois pas, je fume pas. Après, je pense que la passion aussi conserve. La passion conserve. Quand on aime ce qu'on fait, ça aussi mérite, ça nous donne des cellules. Puis alors, après, jouer devant 20 000 personnes ou 80 000, tout d'un coup, ça vaut tous les botox du monde. Hein. Ça paraît loin, mais est-ce qu'on se redit dans 10 ans ? Si on a fêté nos 40 ans, c'est qu'on n'est pas du tout sûr de fêter les 50. Si on arrive à nos 50 ans, on fera peut-être une petite fête. On verra. Un putain de stade. Peut-être, on verra. Est-ce que c'est simple de concilier ce que vous disiez, c'est-à-dire être devant 20 000, 30 000 personnes, et après de rentrer à la maison, de voir les enfants ? Vous avez dit dans le quotidien, j'aime bien la formule pendant le confinement, un œil sur la guitare, un sur la bagarre. Ouais, c'est-à-dire que moi je suis une rockstar ou une pop star ou une star entre 20h30 et 23h. Après je rentre chez moi et c'est plutôt mieux. Et de pouvoir gérer quand j'ai mes enfants... voilà, c'est eux qui font la loi, c'est pas moi. Hein. Même si je suis très à cheval sur l'éducation. Mais oui, donc ça remet les pendules à l'heure très vite. Et on revient sur le sol très très vite. Et puisqu'on a un petit peu de temps, je voudrais juste qu'on revienne sur cette tournée de stade. Ouais. Y a un dispositif qui va être mis en place pour que, malgré le fait qu'on soit dans un stade, ce soit quand même intime avec le public. J'ai besoin d'en savoir plus. Ben c'est simple. Un stade, au départ, c'est pour voir du foot, pour voir du rugby ou je sais pas quoi. Ça se passe tout au centre. Généralement, les concerts se passent à une extrémité du stade. Et donc, ça veut dire que forcément, à l'autre extrémité, il y a du public qui voit de très très loin. Ce sont des lieux immenses. Donc, cette fois-ci... Pour ces stades-là, pour célébrer nos 40 ans, on a décidé de jouer au milieu. Donc ça veut dire qu'il n'y aura aucune personne qui sera aussi loin que... Enfin, qui sera tout le monde sera à la même distance. À gauche, à droite, au sud, au nord. Et après, il y a, suivant le procédé qu'on veut mettre et qu'on est en train de travailler, effectivement, c'est des lieux immenses, donc ça veut dire des écrans. Et j'ai pas demandé à avoir l'écran le plus grand du monde, mais apparemment ça va être l'écran le plus grand du monde mis dans un stade parce que cette structure qu'on veut faire au milieu du stade prend cette forme-là. Ce que je voudrais, c'est que ça soit inoubliable. Et voilà, inoubliable à tous les niveaux, au niveau du prix, au niveau des sensations, de l'émotion, de l'accueil. Ouais, c'est important. C'est important, et puis c'est cool que ça soit un groupe francophone qui le fasse. Voilà. On parle toujours des groupes anglo-saxons qui arrivent, des machins. Ouais, ben là, si on essaye, nous, on va réussir, ça sera une petite fierté quand même. Nicolas Sirkis, merde pour les 40 ans à venir ? Alors, je ne dis pas merci. Voilà, pas l'autre mot en 5 lettres. Voilà, très bien. Mais moi, je vous dis merci d'avoir été sur Radio Lac. Ok, ben merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup.